Le sens de résistance colle tout à fait à l'entretien que nous allons mener avec Laurent Guyeno. Toujours Jean-Louis Roumégas à la barre, pour m'accompagner et être mon alter ego comme d'habitude, Witzdorf. Bonsoir à tous. Et donc Laurent Guyeno, que nous avons face à nous, qui va commencer par se présenter, puisqu'on se présente jamais aussi bien que par soi-même. Bonsoir. Me présenter en version courte ou version longue, je suis là, je pense, j'imagine, invité en tant qu'auteur d'un livre qui s'intitule JFK 11 septembre, 50 ans de manipulation. Voilà, donc je peux expliquer un peu comment j'ai écrit ce livre, si c'est ça que... Oui, puis votre parcours aussi. Bon, alors mon parcours est un peu compliqué, je vais essayer de résumer. En cachant les zones troubles et chacun fera ses recherches s'il veut. Non, mais disons que j'ai un parcours un petit peu chaotique. Donc j'ai un parcours j'ai un diplôme d'ingénieur. J'ai fait des études d'ingénieur. J'ai fait une prépa scientifique, des études d'ingénieur. J'ai fait l'école nationale supérieure de techniques avancées. J'ai pas exercé beaucoup parce que j'ai eu des difficultés psychologiques, familiales et autres qui font que j'ai un peu, je suis parti dans une autre voie. Mais ça m'a donné quand même un esprit. Je suis content d'avoir fait ça. Ça m'a donné un esprit scientifique et qui me sert beaucoup dans ma manière d'appréhender les choses parce que j'ai constaté en fait que souvent il faut quand même un esprit scientifique pour essayer de faire la part des choses entre les causes, les conséquences, et arriver à raisonner correctement. Et c'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup de gens qui ont une formation littéraire, par exemple, ont du mal à, il me semble, c'est mon regard de scientifique, ont du mal à avoir la rigueur nécessaire pour appréhender certaines choses. Donc je pense que ça fait partie de mon bagage et je pense que ça se reflète dans mon travail. Voilà. Oui, même si c'est vrai que la formation littéraire en France a quand même un côté cartésien, je pense au fameux plan 3 parties, qui me semble quand même plus rigoureux par exemple que ce qui est fait chez les anglo-saxons. De ce point de vue-là, sur des études littéraires. Après, je suis d'accord avec vous, Laurent. Je pense qu'en effet, il y a cette différence qu'on retrouve dans la tournure d'esprit, dans l'approche des choses. Ouais. Mais je pense que les littéraires en France, normalement sur une formation classique, on parle pas de l'éducation telle qu'elle se fait aujourd'hui, qui est un peu du grand n'importe quoi, mais normalement sur une formation classique, c'est vrai qu'on a théoriquement cette rigueur. Oui, ça permet probablement d'être beaucoup plus rationnel en fait, cette logique-là qui n'est pas forcément, qui est plus comment dirais-je, chez les scientifiques peut-être plus prononcé, on va dire. Ouais. Mais en fait, cette constatation-là, je l'ai faite, ça me permet de passer j'ai aussi une formation de médiéviste, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, en fait, à 40 ans, j'ai eu envie de refaire une formation, d'avoir un peu raté donc je me suis lancé, j'avais déjà écrit quelques bouquins, je m'étais plongé dans beaucoup de choses, j'avais envie de faire un doctorat, parce qu'un doctorat, c'est un travail vraiment approfondi, donc je me suis lancé dans un doctorat, alors, sans savoir que ça allait me prendre 8 ans, comme toujours, parce que DEA, doctorat, d'études médiévales. Et c'est là que, en fait, c'est par rapport à ça que je dis ça particulièrement, parce que les médiévistes sont surtout des littéraires, et qui traitent les textes médiévaux. Je me suis intéressé aux textes médiévaux, la matière de Bretagne, les romans médiévaux, les laits, la poésie laïque, la poésie laïque écrite en vieux français, en ancien français ou en vieil anglais, etc. Et j'ai constaté que les littéraires traitent les textes comme des choses en soi et ont du mal ont une approche un peu particulière qui m'a pas convaincu, quoi. Donc j'ai apporté une contribution que j'estime honorable dans ce domaine-là. Et voilà, c'est par rapport à ça que je voulais dire ça, mais plus largement par rapport à l'étude historique. Mais c'est-à-dire, je pense que la tradition d'études littéraires en France, que je connais pas très bien, parce que moi, vous savez, mon doctorat, je l'ai fait, j'ai vu mon directeur d'hôtel 2 fois par an, j'étais complètement autonome. Voilà, j'étais complètement autonome. J'ai pas étudié la littérature en université, donc je suis un autodidacte en fait par rapport à ça. Mais j'ai compris que l'approche des romanistes, comme on dit, et l'approche moderne par rapport au texte,
Hein, c'est-à-dire on s'intéresse aux textes comme des choses qui sont sorties de nulle part. Hein, on n'essaye pas d'approfondir ce qu'a vraiment voulu dire l'auteur. Et quand on parle du Moyen-Âge, c'est quand même important, parce que si on connaît pas, et justement dans cette littérature-là, on a du mal à connaître la mentalité d'où viennent ces auteurs laïcs. Donc ça a été le travail que j'ai fait. Voilà. Et alors donc, je venais de finir cette thèse en 2008. Je l'ai réécrite en 2 livres que j'ai publiés, un chez Gallimard, l'autre chez Honoré Champion. Et c'est pratiquement à la fin que, pendant pratiquement 8 ans, j'avais la tête là-dedans. J'étais politiquement relativement inculte. Hein, j'ai pas de culture politique particulière. Ayant vécu aux États-Unis 5 ans, j'étais très américanophile d'une manière très naïve. Hein, et curieusement, quand on vit aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Les Américains eux-mêmes ne voient pas ce que leur pays fait dans le monde. Hein. Donc quand on vit aux États-Unis, une vision un peu déformée, faussée. Une vision faussée, parce que il y a des aspects très agréables dans l'Amérique, mais ce qui est désagréable, c'est justement ce que l'Amérique fait en dehors et qu'on ne voit pas forcément quand on vit à l'intérieur. Ce qui explique d'ailleurs leur incompréhension face au sentiment d'anti-américanisme qui peut s'exprimer. Et je pense qu'en effet, il y a une partie de l'opinion publique qui dit mais pourquoi on ne nous aime pas alors que finalement on veut le bien de tout le monde, quoi, finalement. Et je pense qu'en effet ça rejoint ce que vous dites, Laurent. Il y a une incapacité à se voir tels qu'ils sont à l'extérieur. Oui, il y a tout simplement aussi une incapacité à imaginer qu'il puisse se passer des choses à l'extérieur, peut-être aussi. Oui, il y a une inculture qui est entretenue, et puis il y a une certaine culture du peuple élu. On peut faire le parallèle, parce que les Américains ont cette culture la lumière du monde, et d'apporter la démocratie partout. Par rapport à la France, même par rapport à la France, on entend souvent, ils insistent. Non, c'est eux qui ont inventé la démocratie. C'est pas la France. Il y a une sorte de rivalité. Oui, il y a un peu une culture du peuple élu chez la France, aux États-Unis. Je pense que c'est un aspect d'ailleurs de la relation avec Israël, parce que ça joue. Une certaine logique. Eux ont conquis des terres qu'ils estimaient. Maintenant, ils commencent à comprendre qu'il y avait quand même quelques millions d'Indiens, mais ils ont un peu la même attitude de déni par rapport au génocide ou disons au nettoyage ethnique sur lequel repose leur pays. Hein, il glorifie. Alors c'est lié à la culture hollywoodienne, des westerns. Et puis il y a peut-être aussi cette logique très très américaine, cette logique messianique qu'on retrouve. Qui fait que ils ont su monter. Il y a tout un projet autour de cette logique messianique qui est importante aux États-Unis, qui est même essentielle et fondatrice. Vous faites référence au christianisme évangélique par exemple, la Bible est omniprésente dans le moindre hôtel où vous allez, vous trouvez une Bible sur une il y a toujours cette logique là qui renvoie à une espèce de nécessité, d'absolu, qui est en fait la fondation même de l'État américain et de son rôle encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui perdure. Oui, c'est vrai. Le christianisme évangélique, la tradition, la Bible, tout ça est très très importante. Et c'est devenu un peu, c'est pour ça que ça rejoint, c'est devenu un peu une religion nationale aux États-Unis. C'est-à-dire que les gens associent l'Amérique à cette tradition biblique, qui est vraie, qui est typiquement américaine. Hein. L'évangélisme américain, c'est particulier, et c'est une religion nationale. C'est-à-dire que ça s'accompagne de la fierté d'être américain. C'est devenu une religion nationale. Dans l'esprit des gens, c'est lié, tout ça est très manipulé, évidemment, très, très manipulé. Et du coup, comment, à partir de cette américanophilie, parce que vous avez utilisé le terme tout à l'heure, comment est-ce que vous êtes passé à quelque chose qui est autre, que vous pouvez définir, qui est pas de l'américanophobie, mais qui est justement d'ouvrir les yeux quand même sur un certain nombre de choses? Je pense, alors très, très simplement, et je pense que mon parcours, j'imagine, doit être assez classique. Parce que en fait, je sortais la tête du Moyen Âge, donc je commençais à être un petit peu plus disponible pour d'autres choses. Et un jour, j'ai cédé à l'invitation d'un ami de visionner une vidéo qui s'appelle Loose Change, qui est une des vidéos, qui était la vidéo la plus visionnée sur le 11 septembre, contestataire de la thèse officielle.
Et là, je peux dire du jour au lendemain, ça m'a vraiment mis en colère énormément, ça m'a bouleversé. Et puis en quelques jours, j'ai poursuivi cette enquête, j'ai regardé d'autres choses. Et puis je me suis aperçu que le 11 septembre n'était pas ce que je croyais. Et le 11 septembre faisait partie dans mon esprit de ma vision de l'Amérique, du monde. J'avais absolument aucune idée de... Ça a bousculé je dirais en quelque sorte, vos fondamentaux, entre guillemets, cette vision que vous aviez et cette passion que vous pouviez avoir pour l'Amérique à l'époque où vous y viviez. Voilà, bah oui, tout à fait. Le sentiment d'une tromperie ou d'un mensonge d'État. Ouais, mais il faut que je dise aussi avec un peu de honte, mais bon, c'est mon parcours. J'étais pour un Français quand même un petit peu exagérément américanophile. J'aimais bien Bush Junior. J'avais aucune idée de ce qu'étaient les néoconservateurs, mais je les trouvais tout à fait. Donc j'étais islamophobe, on peut dire. Hein. Enfin maintenant, j'ai changé de vision du monde complètement, radicalement. Donc je venais de loin, quoi. Je le dis avec un peu de honte parce que c'est un peu quelque part quand même faire aveu d'ignorance. C'est nos parcours individuels aux uns et aux autres. Voilà. Hein. Mais bon, j'estime m'être quand même rattrapé un petit peu. Donc c'est un petit peu comme, vous savez, un tricot qui se détricote, c'est-à-dire que le 11 septembre m'a mené à comprendre plein de choses. J'ai travaillé je faisais plus que ça pendant 1 an, chercher un petit peu la vérité sur le 11 septembre au départ. Puis plein de choses viennent, vous savez, c'est vous tirez un truc et puis si vous êtes exigeant, si vous avez justement l'exigence un peu scientifique de comprendre plutôt que de simplement vous contenter de vous dire on m'a menti et puis vous contenter de ça. J'ai ce tempérament, on va dire, de chercheur de vérité, on va dire, donc j'ai un petit peu creusé. Au bout d'1 an et demi, je me suis dit, ça serait bien de contribuer, c'est aussi ma manière de fonctionner, j'aime bien lire, chercher, mais au bout d'un moment, je voudrais que ça serve à quelque chose, plutôt que simplement à ma propre culture personnelle, quoi. Donc, je me suis mis à chercher de manière ayant justement appris à chercher dans cette démarche de doctorat, je suis rentré dans une démarche de recherche, et puis d'écriture, quoi. Ça m'a pris 4 ans. Et je suis passé par plusieurs découvertes, on va dire, fondamentales, par plusieurs étapes dans ma recherche. Hein. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, ça se reflète dans mon livre, parce que mon livre, à la fin, quand il était presque fini, j'ai encore découvert que non, j'avais pas tout compris, il y a encore des choses. Donc, il y a des chapitres à la fin qui reviennent. Je voulais pas tout réécrire, mais finalement, c'est très bien comme ça, parce que le lecteur, d'une certaine manière, fait le parcours que j'ai fait, plutôt que de rentrer directement dans des choses un petit peu difficiles à admettre. On y rentre petit à petit. Moi, j'aime bien votre logique et votre image du fil qu'on détricote, parce qu'on se rend compte qu'il y a cette logique-là, en toile de fond, qui anime et qui justifie rien du tout, mais qui explique un petit peu cette continuité alors on parle de logique du complot, de choses comme ça, et beaucoup je pense que un des bénéfices justement de votre travail, c'est cette logique-là que vous revendiquez en tant que chercheur, qui vous permet justement d'apporter des arguments et de sortir de la logique simpliste du complot autour de tout ce qui tourne autour du 11 septembre, de l'assassinat de Kennedy, et ainsi de suite. Et vous, justement, vous êtes vraiment dans cette notion de recherche qui permet de suivre ça avec cette logique du fil qui emmène de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, comme ça, pour arriver justement au 11 septembre. Et de voir qu'il y a vraiment une manipulation profonde, importante et généralisée. Et à plusieurs niveaux, hein, aussi. Donc effectivement, la difficulté de ça, c'est qu'on rentre dans... Il faut pas avoir peur de rentrer dans des choses délirantes. On est obligé de rentrer dans la sphère complotiste. Et dans la sphère complotiste ou conspirationniste, il y a tout un tas de délires pas possibles. Donc il faut quand même aller voir. Et puis il faut avoir un esprit quand même rigoureux, vérifier les sources, confronter, se dire ça c'est n'importe quoi, je laisse de côté. Donc j'ai fait un travail sourcé, donc toutes mes références sont sourcées. J'ai essayé de vérifier tout. J'ai fait quelques petites erreurs minimes, mais en gros mon travail est solide parce que toutes les informations que je donne sont sourcées, hein, donc je prends pas des informations comme ça dans un site. Quelquefois, je trouve des informations quand même intrigantes dans un site, et puis j'essaye de voir si j'arrive à vérifier cette information. Si elle n'est pas vérifiable, pour moi, elle n'est pas crédible. Donc, ce qui est un travail d'historien. Voilà, c'est un travail d'historien. Mais c'est un travail d'historien dans un domaine qui est considéré un peu comme qui est pas de l'histoire orthodoxe, hein, parce que le complotisme, c'est quelque chose qui est, même sur Kennedy par exemple, il n'y a pas d'historien académique qui travaille sur Kennedy d'une manière sérieuse.
Hein, on accepte la thèse officielle. L'histoire quand même académique est quand même un petit peu l'histoire officielle. C'est culturel, ça? Je pense que c'est pas culturel. Je pense que c'est un mécanisme de censure qui fonctionne à la fois dans les universités et dans la presse. C'est un mécanisme de censure, tout simplement. Hein. C'est un mécanisme, on pourrait dire, presque darwinien, c'est-à-dire si vous êtes complotiste, vous ne trouvez pas de poste à l'université. C'est aussi simple que ça. Si vous avez écrit un article complotiste, c'est une méthode de sélection pas naturelle, mais très simple, hein, très simple. Dans la presse, c'est pareil. Vous écrivez un livre qui est complotiste, on n'en parlera pas, tout simplement. Alors Kennedy, il y a une avancée, mais on en parlera peut-être, mais parce qu'il y a plusieurs couches dans le mensonge. Hein, c'est ça aussi que j'ai été amené à comprendre, c'est que dans la sphère complotiste, il y a de l'intoxication, il y a une volonté, il y a des organismes, je pense, qui ont pour mission de polluer cette recherche, hein, par des fausses informations d'une part, de bloquer certains types de raisonnements, d'introduire des choses délirantes qui vont permettre de discréditer cette recherche. Ça, c'est très net. Donc il y a des couches successives de mensonges. C'est vrai pour Kennedy, c'est vrai pour le 11 septembre. Donc ça, c'est quelque chose... et c'est normal. Par exemple, Loose Change, qui est la porte d'entrée pour beaucoup de gens, comme pour moi, hein, ça a été la vidéo la plus visionnée. Pour moi, est déjà un travail d'opposition contrôlée, comme on dit, c'est-à-dire de manière d'attirer les gens dans une nasse. Hein, vous voulez chercher du complot, venez par ici. Et là, dans cette nasse, il y a des choses dont on ne parlera pas, et il y a aussi des mensonges fabriqués de toutes pièces pour essayer de maintenir les gens dans une certaine limite. Et manipuler une certaine forme d'opposition pour qu'elle soit contrôlable elle aussi. Absolument. Ouais. Et justement, est-ce que vous pensez pas, Laurent, parce que souvent on a l'impression que Internet et la masse d'informations existantes permet normalement de se faire justement une opinion bien plus facilement, une opinion propre, hein, parce que tout serait dit, ou en tout cas beaucoup de choses seraient dites. Est-ce que au contraire c'est pas devenu un moyen de brouillage, et sans doute le moyen de brouillage le plus efficace, puisque dans cette masse énorme d'informations contradictoires bien souvent qu'on peut trouver, la seule chose quasiment qu'on peut faire c'est s'y perdre, ou alors d'y passer le temps que vous y avez consacré, qui est un moment justement de sourcer, de confronter, de recouper. Mais sinon, on est noyé. Oui et non, hein, parce que s'il n'y avait pas Internet, là, on serait vraiment très mal. Donc, il y a des sites de réinformation. Moi, je vais tous les jours voir le site Égalité et Réconciliation. Il y a un site de Hicham Hamza qui est musulman, qui fait aussi un gros travail d'investigation sur tout ce qui est fausses bannières, faux événements, etc. Donc, je pense qu'il y a on cherche, on trouve plein de choses, mais petit à petit, il y a quand même des sites qui émergent, qui sont sérieux. Il y a quand même une évolution. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on observe chez les politiques et du côté de la communauté organisée qui essaye justement de ne pas être trop visé par ces thèses complotistes, un projet, disons, de censurer Internet. Parce que là, en ce moment, je pense qu'Internet devient quand même un outil assez efficace pour démasquer, un contre-pouvoir efficace pour démasquer les mensonges d'État. Je pense que la moindre affaire qui paraît un petit peu louche, les gens finissent par savoir où aller chercher quand même une information contestataire, une contre-information, une réinformation, hein, chez Égalité et Réconciliation ou dans d'autres sites qui n'ont pas la vérité infuse, qui quelquefois peuvent éventuellement tomber dans certains panneaux, mais globalement qui ont une certaine rigueur et qui ont conscience justement des dangers de tomber dans des thèses délirantes. Donc non, moi je pense pas. Je pense qu'Internet quand même reste le salut, hein, notre salut actuellement, puisque c'est la seule. C'est aujourd'hui peut-être le seul espace encore de liberté possible. Voilà. Et l'expression, et nous, Méridien, on est bien placé pour le savoir. Mais encore, comme vous dites, effectivement, faut-il avoir quand même un peu l'exigence et la rigueur pour pas se contenter de n'importe quelle rumeur et puis aller vérifier. Voilà, il faut faire un travail. Mais c'est quand même un espace de liberté.
Et la liberté, la liberté, c'est forcément une certaine insécurité, hein, d'accord. C'est dans tous les domaines pareil, donc insécurité. Donc on peut tomber dans certains panneaux, mais quand même, je pense que sur ces sujets-là, il y a que sur Internet qu'il se passe des choses. Hein, Je précise à nos auditeurs, vous parliez du site Égalité et Réconciliation. Pour info, votre livre est donc disponible justement sur le site Contre-Culture. Contre-Culture, voilà. Le site d'Alain Soral. Le site d'Alain Soral, voilà. Comment être passé, alors, donc on l'a bien compris, hein, votre mutation, on va dire, elle commence avec le 11 septembre, avec l'affaire du 11 septembre. Pourquoi être remonté à Kennedy? Parce qu'après tout, sur les manipulations, il y en a avant. Ouais. On en connaît parce que il y a quand même un certain nombre d'archives qui peuvent être déclassifiées. Je pense par exemple à tout ce qui a pu être imaginé à un moment par la CIA par rapport à Cuba et tous ces projets, hein, qu'il y avait de justifier un conflit, une agression contre Cuba. Ouais. Kennedy, c'est en gros un an plus tard. Pourquoi Kennedy? Pourquoi pas avant? Oui, je remonte un tout petit peu avant, effectivement, mais d'abord, pourquoi je suis remonté à Kennedy? Ça fait partie de ce détricotage, c'est-à-dire que quand on tire sur le fil, on est quand même obligé de se demander comment on en est arrivé là, comment l'Amérique est devenue un pays dans lequel on est capable de construire un mensonge aussi colossal. Alors, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais les auditeurs, je pense, ont compris que je ne crois pas à la thèse Ben Laden Al-Qaïda pour le 11 septembre, et que le 11 septembre est un attentat sous fausse bannière, c'est-à-dire que Ben Laden n'avait strictement rien à voir là-dedans, et Al-Qaïda et les 19 terroristes supposés de la liste non plus. D'ailleurs, certains se sont manifestés après en disant je suis vivant encore, j'étais pas dans l'avion. Donc je précise au cas où il y a des malentendus. Mais bon, voilà, quand on creuse ça, on est obligé de se demander comment c'est possible d'organiser un tel mensonge colossal, de l'imposer non seulement à l'Amérique, mais aux pays du monde, pratiquement, plus ou moins efficacement. Et donc il faut faire un travail d'historien pour voir comment c'est le fruit d'une histoire, si vous voulez. Donc effectivement, on est obligé de remonter en arrière, et puis on arrive à Kennedy, et là, il faut bien, on est obligé de s'intéresser à cette affaire qui reste aussi un énorme mensonge officiel auquel 75%, je crois, des Américains ne croient plus. Hein, mais sans nécessairement avoir la solution à l'énigme. Mais là encore, on a un mensonge d'État qui n'a jamais été résolu, et je pense qu'il est fondamental pour comprendre la psyché collective américaine, parce que c'est comme, si vous voulez, c'est quelque chose qui est très profondément ancré, je pense, dans l'esprit américain, c'est que ce sentiment qu'on leur ment, mais ils savent pas trop jusqu'à quel degré, ils savent pas trop si on leur a menti pour leur bien, puisqu'il y a tout un tas de thèses différentes, une thèse étant qu'on leur a menti pour éviter une guerre mondiale, etc. Donc, ils ont des sentiments très troubles par rapport à ça, et aussi un sentiment d'impuissance, c'est-à-dire qu'au bout de 50 ans, tout le monde se dit, au fond, on saura jamais la vérité. Voilà, on ne peut pas savoir la vérité. Sentiment d'impuissance qui est cultivé. Et puis des mensonges aussi successifs, c'est-à-dire de temps en temps, alors dans les années 70, il y a eu des nouvelles séries d'enquêtes, et puis dans les années 90 à nouveau, et à chaque fois on remet une couche de mensonges, un nouveau mensonge. Dans les années 70, on a sorti la thèse de la mafia, qui n'a strictement aucun sens, comment la mafia peut contrôler le FBI, la CIA, l'État américain et la presse américaine, ça strictement. Donc on continue à chaque fois qu'il y a un mouvement d'opinion qui se manifeste avec suffisamment de force pour demander la vérité. Il y a des commissions d'enquête qui sont truquées, les gens trop curieux sont virés, on les déstabilise par des campagnes de presse, etc. Ça s'est passé dans les années 70 après le Watergate, hein. Ça s'est passé dans les années 90, et là c'était surtout après le film de Oliver Stone, voilà, qui a créé aussi un mouvement d'opinion. Mais à chaque fois, on voit bien qu'il y a encore une chape de plomb qui s'installe, c'est-à-dire qu'on laisse filtrer quelques petites informations, mais globalement, on dit aux Américains, désolé, on ne saura jamais la vérité. Mais est-ce que l'intérêt justement de l'affaire Kennedy est pas là? Plus que finalement qui est derrière la détente, ou qui a appuyé sur la détente, justement cette chape de plomb qui fait un moment, et du coup cette impuissance, hein, qu'on distille dans l'esprit des gens. D'ailleurs, de toute façon, vous ne le saurez pas, vous ne pouvez pas savoir, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir.
Oui, je pense que c'est un des mécanismes effectivement de contrôle psychologique, de répéter aux gens qui ne peuvent pas savoir. Mais cela dit, la question de savoir qui a orchestré, non pas qui a appuyé sur la détente, évidemment, ça peut être un criminel embauché à droite ou à gauche, c'est pas ça la question. La question c'est qui a orchestré, comme donneur d'ordre. Voilà, qui a orchestré le complot, qui avait les moyens de maintenir le mensonge en place pendant 50 ans, de contrôler la presse, etc. Cette question, elle est quand même importante justement parce que, et ça, je m'en suis aperçu un petit peu à la fin de ma recherche, parce que en gros, ce sont les mêmes que ceux qui ont le contrôle de la vérité sur le 11 septembre. Donc l'affaire Kennedy a plusieurs intérêts pour éclairer le 11 septembre, c'est ça que j'essaie de faire dans mon livre. 50 ans après les faits, déjà il y a des archives déclassifiées, donc on y voit quand même un petit peu plus clair si on se donne la peine, alors que le 11 septembre, pour l'instant, on n'y voit rien, on aura peut-être dans 50 ans ou dans 40 ans déjà quelques éléments pour y voir un peu plus clair. Et donc sur Kennedy, on a un petit peu de recul, donc on peut y voir un peu plus clair. On a du recul sur les faits eux-mêmes, mais on a aussi du recul sur la manipulation de la presse, sur la manière dont le mensonge se propage depuis 40 ans. Quoi. Donc ça, dans votre analyse, je dirais la recette est toujours la même? Le principe? Le principe, est similaire. Non, mais ça se perfectionne. Hein. Il y a une... Oui, parce que la technologie évolue, j'imagine. La technologie et aussi la technologie de contrôle d'ingénierie sociale, on va dire, de manipulation collective des peuples, je pense, s'est perfectionné aussi. Parce que les peuples aussi s'immunisent un petit peu, deviennent un petit peu moins bêtes. Donc il faut être plus perfectionné. Je pense qu'on va arriver un jour à des limites parce que, heureusement, les gens sont pas aussi bêtes qu'on croit, et donc peut-être qu'il y a un moment on va arriver aux limites de la capacité de mensonge des États. Dans votre travail, qu'est-ce que vous avez su identifier prioritairement qui vous a fait prendre, qui vous a permis d'évoluer justement dans votre analyse? Est-ce que vous avez su faire émerger des logiques, ce qu'on appelle aujourd'hui de lobbying, des systèmes de contre-pouvoir, je ne sais pas, d'importance très particulière? On peut tout à fait parler par exemple de gens comme Hoover, 48 ans à la tête du FBI, avec les relations difficiles de Kennedy. Est-ce qu'il a su imprimer une empreinte particulière? Au profit de qui? De quoi? Qu'est-ce qui ressort de principalement de cette logique de nuisance dans votre travail? Qui contrôle quoi en fait, en quelque sorte? Eh bien, en fait... peut-être le mieux, c'est que j'explique par quelle phase je suis passé dans ma recherche, parce que dans un premier temps, comme tout le monde, on rentre dans le 11 septembre, par exemple, et puis le phénomène s'est répété lorsqu'on rentre chez Kennedy. Enfin, dans mon cas, je suis allé m'intéresser à Kennedy après, mais bon, on pourrait faire le chemin inverse. Chez certains, c'est l'inverse. Il y a beaucoup d'Américains qui se sont intéressés à Kennedy, et quand le 11 septembre est arrivé, déjà, ils avaient une certaine culture pour comprendre qu'il y avait quelque chose de pas très clair, etc. Moi, ça a été l'inverse. Donc, sur le 11 septembre, si vous voulez, lorsque vous prenez conscience qu'il y a un mensonge, que la thèse officielle ne marche pas, forcément, vous essayez de comprendre qui a créé ça. Et vous arrivez tout de suite sur la thèse qu'on dit « inside job ». Inside Job, c'est le slogan des 9/11 truthers, comme ils se disent, les chercheurs de vérité sur le 11 septembre. 9/11 was an inside job. Le 11 septembre était un complot interne, inside job, c'est-à-dire interne à l'Amérique. D'accord ? La grande majorité des sites complotistes défendent cette thèse. C'est-à-dire que c'est l'État américain ou l'État profond américain, la CIA, une partie des services secrets, du Pentagone, etc. Une sorte une nébuleuse des réseaux qui font partie de ce qu'on peut appeler l'État profond, qui aurait orchestré ça. Dans quel but? Eh ben, dans le but de relancer un processus impérialiste américain, de reconquête du Moyen-Orient, etc. Voilà, les guerres d'Irak, l'Afghanistan, dans la logique aussi de Brzezinski, c'est-à-dire d'expansion à la chute du bloc communiste, donne l'opportunité aux États-Unis, etc. Mais cette thèse, pour moi, elle ne tient pas. Elle ne tient plus. À partir d'un certain moment, je me suis aperçu que c'est encore un mensonge. C'est un demi-mensonge. C'est pas complètement faux, mais c'est pas la part la plus importante de la vérité. Et la part la plus importante de la vérité, on la découvre quand on se demande tout simplement qui sont les néoconservateurs. Quand on se demande qui vraiment a acquis, sous la présidence de Bush Jr., un contrôle suffisant de la Maison-Blanche, du Pentagone,
des services secrets et du département d'État, avec Colin Powell vaguement rebelle et puis finalement qui se couche devant les... Alors ce sont les néoconservateurs qui sont aux commandes à ce moment-là. Je pense que personne ne peut le contester, les néoconservateurs. Et qui sont les néoconservateurs? C'est là que on découvre Israël. Parce que les néoconservateurs, aujourd'hui, je le dis, c'est peut-être un petit peu brutal, mais c'est pour moi la vérité claire et nette, les néoconservateurs sont des crypto-sionistes. La plupart, en tout cas les fondateurs du mouvement, sont des juifs, des intellectuels juifs issus d'un mouvement qui était au départ plutôt trotskiste, issu de la revue Commentary, qui, dans les années 70, ont viré de bord, sont devenus néoconservateurs, un terme qu'ils ont adopté eux-mêmes, mais en fait qui est mensonger. Ils sont pas conservateurs, les néoconservateurs. Les vrais conservateurs que du coup on a appelés les paléoconservateurs ne les aiment pas du tout, parce que les conservateurs, d'abord, souvent, le mouvement conservateur américain est isolationniste essentiellement, c'est-à-dire essaye de limiter l'État américain dans sa responsabilité à s'occuper des affaires américaines. Les néoconservateurs, c'est tout l'opposé. Ce sont des interventionnistes radicaux. Ce sont des radicaux. Ils ne sont pas du tout conservateurs. Ils font leur entrée dans les sphères du pouvoir sous Reagan, un petit peu avant déjà. Enfin, ils profitent de Watergate pour s'infiltrer avec Ford. C'est Ford qui les fait rentrer déjà les premiers, le successeur de Nixon. Et puis ils sont un petit peu, ils sont issus en fait des démocrates, mais ils s'allient avec les républicains à partir de Reagan, et là ils prennent une certaine influence. Une forme d'opportunisme en quelque sorte. Oui, ce sont. Alors ils ont des mercenaires comme Dick Cheney et Donald Rumsfeld, qui eux ne sont pas vraiment des néoconservateurs, mais sont des sortes de mercenaires des néoconservateurs qui se sont alliés depuis très longtemps aux néoconservateurs. Ils placent ces hommes-là dans des postes stratégiques, mais sous la présidence de Bush Junior, ils sont partout. Il y en a 25 qui contrôlent entièrement George Bush Junior, qui sont aux commandes à travers Donald Rumsfeld au Pentagone. Alors le Pentagone reste un bastion un petit peu difficile à infiltrer pour les Israéliens, mais ils y sont arrivés quand même. Et puis au département d'État, Colin Powell n'est pas un néoconservateur, mais il est entouré de néoconservateurs, qui ne sont pas tous juifs. Il y a des chrétiens sionistes aussi dedans, parce que le pouvoir du mouvement néoconservateur ne peut s'expliquer quand même que si on comprend à quel point le christianisme évangélique américain est devenu sioniste. Ça, c'est un tournant à partir des années Reagan qui est fondamental aussi. Il y a un vrai, en effet, vous m'avez précédé, Laurent, c'est qu'en effet un vrai tournant dans la culture américaine, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une très grande méfiance pendant une partie du XXe siècle sur, et globalement, alors, je ne sais pas si c'est un véritable antisémitisme aux États-Unis, mais une grande méfiance quand même par rapport aux Juifs. Aux États-Unis, et en effet, il y a ce basculement qui fait qu'une partie du protestantisme, des évangélistes, vont en effet se rapprocher en gros, du sionisme et des Juifs aux États-Unis. Et c'est vrai que, juste pour compléter ce que vous disiez, c'est vrai que c'est un vrai tournant historique là aussi, de voir des gens qui, en effet, traditionnellement sont plutôt isolationnistes, basculer sur l'interventionnisme, parce que finalement, quand on regarde l'histoire des États-Unis, les interventionnistes, ce ne sont que des démocrates. C'est Wilson, c'est Roosevelt, et donc des gens, c'est un courant politique qui en effet nous a habitués à vouloir propager l'idéal démocratique américain, considérant que c'est le meilleur idéal possible à l'échelle du monde, etc. C'est pas les républicains. Or justement, il y a eu ce basculement qui fait qu'aussi ils ont avancé masqués en quelque sorte. On ne les a peut-être pas identifiés aussi rapidement qu'on aurait pu s'ils avaient été dans l'entourage et autour de démocrates, ce qui n'a pas été le cas à ce moment-là dans les années 70. Oui, le tournant c'est Reagan, mais il y a déjà un tournant dans les années 60 avec au moment de la guerre de 6 jours, là il y a quelque chose qui s'est passé dans l'opinion publique juive, parce que les juifs américains n'étaient pas tous sionistes avant, dans les années 60, ils l'étaient discrètement en tout cas, évidemment ils se sentaient proches d'Israël, mais après les années 60, donc après l'assassinat de Kennedy, et donc sous la présidence de Johnson, c'est pour ça que Kennedy, quand même, c'est très important, parce qu'après Kennedy, il y a Johnson. Et et Johnson est un personnage extrêmement trouble, qui, je pense, a été
la clé pour solidifier cette relation entre les États-Unis et Israël. C'est vraiment sous Johnson que les choses, que l'aide militaire devient colossale, l'aide militaire des États-Unis pour Israël. C'est sous Johnson que on a déjà aussi une sorte d'opération sous fausse bannière avec ce fameux navire de la NSA qui est attaqué par des avions israéliens non marqués avec le but de le faire couler et de ne laisser aucun survivant. Donc de créer un incident qu'on aurait mis sur le dos des Égyptiens pour entraîner l'Amérique dans la guerre de 6 jours. C'est un épisode dont on ne parle pas, ça s'est passé sous Johnson, mais avec l'aval de Johnson, et on a même des preuves que Johnson a ordonné aux avions qui se portaient au secours de ce navire de ne pas intervenir, donc il avait probablement donné son aval pour que ce navire soit coulé et qu'on mette cette attaque sur le dos des Égyptiens. Donc ça, c'est quand même énorme. C'est une opération sous fausse bannière qui a raté, mais Johnson a couvert tout ça d'une chape de plomb. Les survivants ont eu l'ordre de ne parler de ça à personne. On les a décorés en douce. Alors maintenant, il y en a qui ont 90 ans qui se mettent à parler, donc ça commence à ressortir. Donc sous Johnson, quelque chose de très particulier s'est passé. C'est pour ça aussi que Kennedy est important. Mais le tournant, alors il y a eu plusieurs tournants, donc sous Johnson, Ford, Reagan. Et effectivement, ces néoconservateurs, à partir de Reagan, deviennent massivement investissent le Parti républicain. Ils prennent, on peut dire qu'ils détournent le Parti républicain de sa philosophie, de sa vocation première. Et en même temps, ils arrivent à manipuler. Alors cette manipulation est assez complexe et j'ai pas toutes les clés, mais il est évident que le christianisme américain, à partir de cette période-là, est manipulé par le sionisme. Parce que c'est à ce moment-là que tout d'un coup les Américains de culture évangélique biblique deviennent sionistes. Avant, ils ne l'étaient pas du tout, comme vous dites. Et moi-même, j'ai vécu aux États-Unis, je connaissais assez bien ce milieu. En fait, je vivais un peu dans ce milieu-là. J'étais pas vraiment un chrétien évangélique, mais enfin, je partageais un peu, disons, la vision moraliste de cette culture chrétienne. Donc, je connaissais assez bien le milieu chrétien évangélique, avec lequel je sympathisais. Essentiellement, peut-être pas pour sa vision religieuse un peu simpliste des choses, mais plutôt parce que ça représentait quand même en Amérique la majorité morale, la lutte contre la pornographie, contre tout ça, donc je m'en sentais proche, donc je les connaissais assez bien. Israël ne les intéressait pas du tout. J'entendais jamais parler d'Israël dans ces milieux-là. Donc ils ont été politisés sous les années Reagan et sous les années Bush. Cela dit, il ne faut pas non plus exagérer leur poids. Je reste convaincu qu'ils ont un poids électoral, mais c'est tout. C'est-à-dire que quand on veut, ils ont un poids électoral relatif, mais ils n'ont pas de lobby, ils n'ont pas véritablement de lobby. Il n'y a aucune puissance de lobby comparable avec le lobby pro-sioniste, qui est juif et israélien. Même avec ce qu'on appelle le Tea Party, toute cette espèce de nébuleuse qui quand même, on l'a vu avec Sarah Palin et les gens comme ça. Oui, Enfin, moi, j'ai tendance. Il y a un débat à ce sujet-là, vous voyez. C'est un débat très très profond, très très important, qui a plusieurs ramifications. Est-ce que les États-Unis soutiennent Israël dans leur intérêt, ou est-ce que c'est Israël qui manipule les États-Unis dans leur intérêt? Est-ce que les sionistes israéliens, est-ce que c'est les sionistes chrétiens qui entraînent l'Amérique à soutenir Israël, ou est-ce que c'est les sionistes israéliens à double nationalité, comme le sont les néoconservateurs? Pour moi, la réponse, elle est claire, c'est les néoconservateurs. Les néoconservateurs ne sont pas des chrétiens, ils sont juifs, pratiquement tous. Et bon, ils ont assimilé un certain nombre de chrétiens sionistes dans leur rang, mais... Donc on peut aussi se poser la question, là récemment avec le problème iranien, on a vu des choses absolument incroyables, avec Netanyahou prendre un avion et venir s'exprimer au Congrès américain sans être reçu par Obama. C'est totalement incroyable et inconcevable dans un autre pays de se dire que un président d'une nation étrangère puisse venir comme ça s'imposer dans un parlement étranger et venir dire ce qu'il a à dire et afficher un mécontentement comme il a pu le faire. C'est complètement incroyable. Ça renvoie aussi au fonctionnement politique des États-Unis, une république présidentielle dans lequel c'est vrai que la séparation entre l'exécutif et le législatif est vraiment marquée, et où du coup chaque pouvoir a quand même une marge d'autonomie
qu'ils n'ont pas en France. Ça, c'est clair. On a du mal à imaginer un président ou un premier ministre d'un pays avec un différend avec les États-Unis prendre l'avion et puis partir et aller au Congrès et s'exprimer de la manière. C'est complètement incroyable. Oui, non. De ce point de vue-là, oui. Par rapport à la nature du pays, bien sûr. Non, mais vous avez raison. Hein. Il faut regarder ça. Effectivement, c'est la clé de tout. Quand on voit effectivement ça, quand on voit les membres du Congrès et du Sénat, des deux chambres. Alors cette fois en 2015, récemment, là, il y en avait une quarantaine qui n'étaient pas présents. Quand Netanyahou est venu en 2011, ils étaient pratiquement tous présents. Il y en a un seul, je crois, qui n'était pas présent. Il s'était levé 19 fois pour applaudir debout. Et là, j'ai regardé, j'ai compté, ils se sont levés 45 fois dans un discours de 45 minutes, une fois par minute, à chaque phrase pratiquement, ils se sont levés pour applaudir. Alors, on a le droit de faire son sport, hein, je suis désolé, mais il n'y a pas de raison. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Congrès, comme le disent un certain nombre de politiciens, est entièrement soumis, contrôlé sur les questions de politique étrangère. Alors sur des tas d'autres questions, évidemment, c'est toujours pareil, c'est comme la presse, hein, sur des tas d'autres questions, ils disent ce qu'ils veulent. Mais sur Israël, ils sont contrôlés par l'argent, par la presse. Pour moi, il n'y a pas d'autre explication. C'est-à-dire que le lobby, mais on dit le lobby, c'est un euphémisme, hein, c'est beaucoup plus qu'un lobby. Les néoconservateurs, c'est pas un lobby, c'est des gens qui sont aux manettes au sein des appareils de pouvoir. Il y a le lobby qui fait son travail de lobbying, mais quand on dit le lobby pro-israélien ou le lobby juif, c'est un euphémisme, c'est beaucoup plus puissant que ça. Ça dépasse de très loin le phénomène du lobby. C'est le pouvoir de l'argent. Quand vous avez un millionnaire aussi, ça s'est apparu sur Égalité et Réconciliation, un milliardaire, américain, dont j'oublie le nom, qui se permet de dire qu'il va punir les députés qui ne veulent pas assister au discours de Netanyahou, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a les moyens, effectivement, de les punir par l'argent, de s'arranger pour qu'on leur retire de l'argent qui est nécessaire pour se faire élire. Aux États-Unis, c'est quand même un des gros problèmes, c'est le pouvoir de l'argent dans la politique. Il n'y a pas de limite au financement des campagnes électorales, pratiquement. Donc c'est celui qui a le plus de fonds qui gagne. C'est aussi simple que ça, parce que on gagne, on met des pubs à la télé. Donc le pouvoir de l'argent est tel. Et la communauté juive organisée, c'est-à-dire les élites financières juives, politiques, financières, ont un tel pouvoir financier qu'ils peuvent influencer de manière considérable. Alors tout n'est pas perdu, il y a 40 députés qui n'étaient pas présents, tant mieux, eux ont résisté. Mais... Et puis il y a le pouvoir de la presse aussi, hein, qui fait que un politicien qu'on veut punir parce qu'il a dit quelque chose, et ça se répète sans arrêt, ça se répète sans arrêt. On va le punir, on va le déstabiliser par une campagne de presse. Donc les députés et les sénateurs sont sous contrôle par l'argent, par la banque et la presse, qui elle-même est très largement contrôlée par la communauté juive organisée. Et attention, je dis la communauté juive organisée, je précise qu'il s'agit d'une élite très puissante financièrement. Et il faut aussi savoir qui est Benjamin Netanyahou, parce que Benjamin Netanyahou, en réalité, est indiscernable de ce mouvement néoconservateur. Benjamin Netanyahou est aussi américain qu'israélien. Il y a des néoconservateurs qui ont la double nationalité, américaine-israélienne. Benjamin Netanyahou, il n'a pas la nationalité américaine, mais il a vécu 20 ans de sa vie aux États-Unis, où il était invité dans les talk-shows dans les années 80. Il avait déjà publié des livres en américain, en anglais, il publiait en anglais. Il publiait déjà dans les années 80 des livres sur le terrorisme islamique, alors que personne n'en avait entendu parler. Hein, il l'annonçait, il faisait des prophéties comme ça. Donc Benjamin Netanyahou, contrairement à ce qu'on imagine, c'est un produit des néoconservateurs, c'est-à-dire de la communauté juive sioniste américaine, beaucoup plus que israélienne. Il est plus populaire chez les juifs américains que chez lui. Et c'est pour ça qu'il vient aux États-Unis. Ça fait partie de son pouvoir. Il montre aux Israéliens qu'il, lui, contrôle les États-Unis. Personne d'autre ne contrôle les États-Unis comme lui, parce que il fait partie du cercle néoconservateur, tout simplement. Alors, pour faire une petite digression, on peut imaginer que ce système de fonctionnement dépasse très largement le cadre simple des États-Unis. On l'a vu récemment, d'ailleurs je crois qu'elle ne s'en était pas cachée, une récente candidate aux dernières élections présidentielles, la fille de son père, pour ne pas la nommer, qui va faire une visite aux États-Unis, rencontre le lobby juif, va ensuite en Israël, à Yad Vashem, donne l'interview qui va bien à Aronot, et ainsi de suite. Cette logique est devenue, je dirais,
très général et dépasse largement le simple cadre des États-Unis. Enfin, je faisais cette petite digression. Tout à fait. Et c'est un système assez simple à comprendre. C'est le même système que je disais tout à l'heure pour les universitaires. C'est que si vous dites quelque chose de méchant sur Israël, vous êtes filtré. C'est un phénomène de sélection. C'est très simple. Ça marche avec les politiciens, les académiciens, tout. Si vous faites, faites pas acte de soumission à le combat contre l'antisémitisme, si vous en faites pas au moins par vos paroles, si vous démontrez pas que vous êtes respectueux de cette quasi-religion aujourd'hui, vous êtes éliminé tout simplement. Et la moindre remarque de travers, on vous la fera payer très très cher pour vous faire comprendre que faut pas recommencer, quoi. Donc très rares sont les gens qui ont à la fois la personnalité, le charisme pour résister à tout ça. Je crois que Jean-Marie Le Pen faisait partie de ces personnages qui avaient la capacité de résister à ça. Mais c'est très très rare. Très rares sont les gens qui ont la capacité de résister à ça. Oui, d'autant qu'il y a eu une époque quand même à la fin des années 80 où lui aussi a pu être tenté, alors poussé par 2 ou 3 membres de son entourage, a pu être tenté de se rapprocher aussi. Alors ça avait échoué, ça avait capoté au dernier moment, et puis finalement il s'était pas rendu en Israël, mais il y a eu un moment où ça aurait pu basculer même aussi. Même dans les années 70, après la guerre des 6 jours, il y a eu une vraie tendance pro-israélienne dans les mouvements nationalistes en France. On a vu certains mouvements qui étaient relativement proches et qui disaient cette logique de l'occidentalisation, de la défense de l'Occident passait aussi par cette logique de la défense d'Israël à cette époque-là. C'est excusable aussi parce que les choses n'étaient pas aussi claires qu'elles le sont maintenant. Aujourd'hui, je pense que c'est plus excusable. Il y a un pouvoir d'influence d'Israël sur le monde qui est tellement évident que, je veux dire, ne pas le combattre, ce pouvoir, c'est être forcément antipatriotique. Sur le monde, en tout cas sur la sphère occidentale, parce que je pense que par exemple la Chine se contrefout royalement. Et donc du coup, donc si on revient à, donc vous êtes sur les néoconservateurs, donc et en quoi est-ce que cette optique des néoconservateurs finalement contredit ou nuance la thèse de l'État profond? Alors, selon la thèse que je développe, mais là je vais pas avoir, c'est assez compliqué. Je pense que j'ai développé un peu une hypothèse, une théorie, c'est dans mon livre, et puis je l'ai aussi un peu élaboré dans des articles sur égalité et réconciliation, sur une sorte de double fausse bannière. C'est-à-dire que on crée un attentat sous fausse bannière, c'est-à-dire on crée un attentat qu'on fait attribuer à quelqu'un d'autre pour déclencher des hostilités contre cet État. Alors la fausse bannière ici c'est Al-Qaïda, Ben Laden, donc ça permet, c'est une fausse bannière à usage multiple parce que Ben Laden c'est l'Afghanistan puisqu'il est en Afghanistan à l'époque, mais c'est aussi l'Arabie Saoudite un petit peu parce qu'il est quand même saoudien, bien que ça soit la brebis galeuse des Ben Laden. Les 19 terroristes présumés là sont saoudiens, 13 sur les 19. Donc on vise l'Afghanistan, on vise aussi quand même l'Arabie Saoudite, mais on n'a pas attaqué l'Arabie Saoudite, mais parce que c'est un allié des Américains, mais il y a un phénomène de pression, ils sont menacés après le 11 septembre, ils sont sur la ligne de mire, faut pas oublier. Il y a tout un tas de choses qui se passent. Et puis après, on rajoutera l'Irak, on rajoutera tout ce qu'on veut, avec d'autres mensonges éventuellement. Donc ça, c'est la fausse bannière islamique. Mais on s'arrange pour que celui qui veut soulever cette fausse bannière pour voir ce qu'il y a dessous, si vous voulez, trouve tout de suite justement l'État américain. D'accord. Donc ça oblige effectivement l'État et puis Bush Junior en particulier qui se trouve évidemment accusé par tous les complotistes en premier. Si c'est pas Ben Laden, c'est qui? C'est Bush, c'est le gouvernement Bush. Donc ça oblige, si vous voulez, l'État américain à accepter la thèse Ben Laden parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens d'aller au bout des choses. Ils savent qu'ils ne contrôlent pas la presse. Et ils savent qu'un jour ou l'autre, si la presse décide pour une raison ou pour une autre d'abandonner la thèse Ben Laden, ils savent que c'est le parti républicain qui va en prendre plein la gueule. Ils savent que toute la sphère complotiste est contre l'État américain. Justement, c'est la thèse inside job. Parce que la sphère complotiste elle-même est plus ou moins sous contrôle. De moins en moins, parce que les choses ont fait leur chemin. Et aujourd'hui, si vous cherchez sur le 11 septembre, vous trouverez quand même beaucoup de choses sur la thèse d'Israël. De plus en plus, les gens ont quand même compris que
il y a du mensonge aussi dans la thèse complotiste. Il y a eu de la pollution, des fausses informations, des fausses archives déclassifiées même, qui ont orienté les soupçons des chercheurs de vérité dans une direction qui n'est pas la bonne. En réalité, Bush Junior ne contrôlait rien du tout, c'est les néoconservateurs qui contrôlaient toute cette situation. Donc il y a si vous voulez, une opération très complexe qui a été montée, qui implique forcément l'État américain, donc qui oblige l'État américain, en tout cas certaines sphères de l'État américain, au Pentagone, dans les services secrets et probablement au département d'État, peut-être pas, mais en tout cas, qui oblige d'une certaine manière l'État américain à couvrir tout ça, parce qu'il est impliqué à un niveau quand même assez profond. On peut imaginer, mais je le dis, c'est pour les gens qui ont envie de chercher, c'est un peu compliqué. Si vous vous rappelez ce que c'est que le 11 septembre, c'est plusieurs choses en fait en même temps. Hein. C'est une attaque contre le Pentagone, avec un avion invisible, pas d'avion, un trou dans lequel, bon, des choses que Thierry Messant a été le premier à montrer, des photos qui montrent qu'il n'y a pas d'avion. Vous avez un avion qui s'écrase comme ça en Pennsylvanie, dans un trou, pas de débris. Voilà, vous avez ça. Et puis vous avez les tours jumelles. Hein, on se rappelle des tours jumelles, mais on attend. Et ces deux opérations, on peut, si on creuse, peut se demander si en réalité elles ont vraiment été coordonnées de manière globale. On peut imaginer, si vous voulez, qu'une partie du Pentagone a voulu organiser un attentat sous fausse bannière au Pentagone pour justifier une invasion de l'Afghanistan, parce qu'on sait qu'au sein de l'appareil d'État et l'appareil militaire, il y avait une volonté d'en finir avec les talibans au Pakistan. Et puis c'était dans la stratégie de Brzezinski, l'Afghanistan a toujours été quelque chose que les Américains ont voulu contrôler. Donc on peut imaginer qu'il y a eu une opération de manipulation de l'opinion publique dans ce but-là, et qu'il y a eu une surenchère, parce que les tours jumelles, alors là, par contre, si on cherche les coupables de ces tours jumelles qui, visiblement, se sont effondrées pour d'autres raisons que les avions qui se sont encastrés dedans, on arrive à Larry Silverstein, qui est le propriétaire des tours, qui est un ami de Benjamin Netanyahu. Donc là, quand on cherche à New York, dans ce qui s'est passé à New York au 11 septembre, là, on voit que c'est entièrement sous le contrôle d'un noyau d'Israéliens pro-sionistes, de manière très agressive et proche du Likoud, avec Larry Silverstein, le patron des tours, en première ligne. Donc on peut se demander s'il n'y a pas, si vous voulez, une sorte de stratégie et je pense que c'est la même chose qui s'est passé avec Kennedy, c'est ma théorie, mais faut quand même des pages pour l'expliquer. Une manière de cette mouvance sioniste, qui crée du terrorisme sous fausse bannière, une manière de s'assurer que l'Amérique va être obligée de valider leur thèse parce que on va les impliquer. Et alors dans l'affaire Kennedy, c'est probablement la même chose, parce que si vous voulez, je peux essayer d'expliquer en quelques mots. Dans l'affaire Kennedy, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a des livres qui sortent, qui incriminent la CIA, le Pentagone et toute une mouvance anticommuniste qui pensait que Kennedy était un traître à la nation parce qu'il pactisait, il communiquait avec Khrouchtchev, avec Castro, il essayait de pacifier, il essayait de sortir de la guerre froide. Et pour certains faucons, disons, du Pentagone, de la CIA, c'était quasiment une trahison. On avait des gens qui étaient issus de la Deuxième Guerre mondiale, comme le May, l'amiral de l'Air Force, là, qui étaient des... son nom m'échappe aussi, mais qui était favorable à un bombardement de Cuba, et un débarquement, une intervention directe et massive des États-Unis sur l'île. Et même à déclencher la Troisième Guerre mondiale le plus vite possible, pendant que l'Amérique avait encore la supériorité militaire au niveau nucléaire notamment. C'était leur théorie qui était logique, d'une certaine manière, c'est qu'il faut la déclencher maintenant, parce que bientôt on n'aura peut-être plus Voilà, donc ces gens-là étaient très hostiles à Kennedy, qui les a humiliés profondément. D'une part, la CIA avec l'opération de la baie des cochons, il a fait échouer cette opération parce qu'il s'est aperçu qu'on lui avait menti sur les chances de réussite de l'opération. Enfin bref, il s'est pas laissé manipuler, il a dit non, j'enverrai pas l'armée, donc l'opération a échoué. Il a résisté très fortement pendant la crise des missiles cubains justement à ces militaires qui voulaient attaquer Cuba, etc. Donc cette thèse que Kennedy a été abattu par la CIA
elle a des arguments. Et pourtant, et moi j'y croyais, j'y ai cru pendant longtemps parce que c'est la thèse majeure, c'est la thèse encore inside job, c'est encore la thèse inside job, c'est-à-dire que Kennedy a été abattu par l'Amérique elle-même, une sorte d'état profond de fou furieux, voilà. Mais en réalité, maintenant, aujourd'hui, je peux dire avec certitude, je ne crois pas à cette thèse du tout. C'est-à-dire que la CIA avait beaucoup cherché à tous les moyens à acculer, on va dire, Kennedy à des positions agressives, mais de là à dire qu'ils ont orchestré l'assassinat de Kennedy, il y a un abîme. Et c'est pas démontré. C'est pas démontré. Il y a quelque chose qui va pas. Une des choses qui va pas, c'est que... alors, la thèse à laquelle j'ai tendance à adhérer, mais j'ai pas c'est que... il y a quand même quelque chose de troublant, c'est que le patsy, comme on dit, c'est-à-dire le pigeon qu'on a accusé d'avoir tiré sur la gâchette, Oswald, visiblement, on l'avait habillé d'une légende de communiste, hein, comme tout le monde le sait, ça. Hein, c'est-à-dire qu'il a été aux États-Unis, probablement dans le cadre d'un programme d'espionnage ou de double espionnage, bref. Il militait ostensiblement dans un groupe pro-Castro, etc. Donc dès le jour même, hein, le 22 novembre 1963, le jour même à la télé, on a dit que ça y est, on l'a attrapé une heure après, on a dit que c'est un communiste. Donc visiblement, on peut se dire, là, il y avait une volonté, il y avait un attentat sous fausse bannière destiné à incriminer Cuba et donc à déclencher une opération contre Cuba. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'intervention contre Cuba. Donc il y a une faiblesse dans cette thèse. D'accord ? Si la thèse complotiste Inside Job qui dit qu'on a voulu, on a assassiné Kennedy et on a voulu faire porter le chapeau à Castro pour l'attaquer, ben, on l'a pas attaqué. Donc il y a une faiblesse dans cette thèse qui est quand même majeure. Donc la thèse alternative, c'est qu'en réalité, la CIA avait organisé peut-être un faux attentat qui était censé rater. Et quand on analyse les faits matériels, hein, qui a tiré combien de balles, d'où, etc., on peut effectivement supposer qu'il y avait deux équipes et que Israël, puisque pour moi c'est Israël qui a fait assassiner Kennedy, hein, c'est la thèse à laquelle j'ai abouti à l'issue de mes recherches, hein, donc c'est dans les derniers chapitres, a encore une fois par la même technique quelque part piraté une opération de la CIA pour arriver à ses fins, qui étaient l'assassinat de Kennedy et la mise en place de Johnson. Et il faudrait avoir le temps d'expliquer qui est Johnson, qui a financé Johnson, Johnson, c'est l'homme d'Israël, hein, si on étudie bien d'où il vient, qui l'a financé depuis le début, et ce qu'il a fait pour Israël pendant sa présidence. Donc Israël Israël ne s'intéressait pas à Cuba. Donc, par contre, bon, il n'y a pas eu la guerre de Cuba, il y a eu la guerre de Vietnam. On peut dire qu'Israël ne s'intéressait pas non plus spécialement au Vietnam, mais bon. En tout cas, tout ça, c'est peut-être un peu compliqué, mais ce que je voulais surtout dire, c'est que même sur l'affaire Kennedy aujourd'hui, on a une sorte de double mensonge. C'est-à-dire qu'on a la thèse officielle auquel personne ne croit. 75% des Américains disent ne pas y croire, ou en tout cas penser qu'on nous ment, d'une certaine manière. Alors, bon. Et puis en dessous, il y a la thèse complotiste majoritaire qui aujourd'hui a acquis un certain statut de respectabilité, et donc il y a des livres publiés même chez Simon & Schuster, donc dans des grands éditeurs sur Kennedy, mais sur la thèse exclusivement Inside Job et pas un mot sur Israël. Or, pour vous donner un exemple, et je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin, ça suffit. Si on veut savoir qui a assassiné Kennedy, une fois qu'on a compris que c'est pas Oswald, à qui doit-on s'intéresser? À celui qui a assassiné Oswald. Puisqu'il a assassiné Oswald, forcément, 2 jours après, pour empêcher qu'il y ait un procès, que Oswald s'exprime, il avait déjà commencé à dire devant les caméras, j'y suis pour rien, I'm just a patsy, je suis un pigeon. Bon, il fallait l'éliminer. Qui a éliminé Oswald? Un certain Jack Ruby. Quand vous lisez... C'est la théorie de la mafia qui intervient. Eh ben, Jack Ruby, qui est Jack Ruby? Si vous lisez les livres majoritairement sur Kennedy, il fait partie, c'est un mafieux lié au FBI, machin truc. Mais non, pas du tout. Jack Ruby, son vrai nom, c'est Jacob Rubinstein.
Et voilà. Mais son vrai nom, vous le trouverez pratiquement nulle part. Mais une fois que vous avez trouvé son vrai nom, Jacques Ruppenstein, vous vous apercevez qu'il fait pas partie de la mafia. La mafia, c'est quoi la mafia? C'est le crime organisé sicilien. Il n'a rien à voir avec le crime organisé sicilien. C'est un associé de Mickey Cohen qui fait partie de ce qu'on appelle la mafia juive ou la Yiddish Connection. C'est pas du tout le même réseau, bien qu'ils sont... Une connexion. Oui, ils travaillent avec la mafia sicilienne, évidemment, depuis la prohibition. Mais c'est un réseau de crimes organisés juifs d'Europe de l'Est, qui est, en plus, Mickey Cohen est un sioniste. Dans ses mémoires, il y a plusieurs chapitres là-dessus. C'est un sioniste convaincu. C'est un type mentalement pas très évolué, mais c'est un type qui fréquente Menahem Begin. Menahem Begin, c'est le créateur de l'Irgun, le chef de l'Irgun. C'est un spécialiste des attentats sous fausse bannière. C'est lui qui a fait sauter l'hôtel David, l'hôtel King David, en 48, je pense, ouais, 48. Enfin, c'est un faux attentat sous fausse bannière qui a raté, puisque on a pu montrer que c'était Israël, mais c'était des Israéliens déguisés en arabes qui voulaient faire. Donc, c'est un spécialiste des attentats sous fausse bannière. Il est très souvent aux États-Unis, surtout sur la côte ouest. La côte ouest, c'est le domaine de Mickey Cohen. Donc voilà, vous creusez Jack Ruby, vous tombez sur ce réseau qui est un réseau israélien où travaillent main dans la main le crime organisé, les services secrets israéliens et des politiciens comme Menahem Begin, puisque Menahem Begin a quand même été Premier ministre. Et le 11 septembre, c'est la même chose. Hein. Vous avez certains leaders israéliens, Benjamin Netanyahou, tiens, comme par hasard, d'ailleurs, le 11 septembre, il était où? En tout cas, il n'était pas en poste. Hein. Pendant quelques années, il a été hors du gouvernement. Et puis juste après, pouf, il est revenu au gouvernement. On a si vous voulez, des leaders israéliens qui travaillent dans l'ombre pour certaines choses, et puis qui après réémergent à la lumière. Enfin, c'est un exemple tout simple. Si vous voulez étudier Kennedy sérieusement, il faut quand même s'intéresser à Jack Ruby. Pourquoi personne ne s'intéresse à Jack Ruby? C'est quand même déjà un peu curieux, quoi. Ouais. Alors, à l'écoute de vos explications, est-ce qu'on peut imaginer que sur cette distance historique qui sépare l'assassinat de Kennedy et le 11 septembre, est-ce qu'on peut imaginer que toute l'histoire des États-Unis est polluée et on est dans une logique essentiellement officielle. Est-ce qu'on peut, à ce niveau-là, remettre en question le Watergate? Est-ce qu'on peut le fait de virer Nixon, ainsi de suite, et toutes les logiques qui vont avec? Oui, bien sûr. Hein. C'est pour ça que quand on tire sur le tricot, il reste plus rien. Hein. On se retrouve tout nu. L'Amérique, c'est un tissu de mensonges, absolument. Le Watergate, il y a plusieurs livres qui ont montré que on a détruit. Israël peut détruire un président, soit politiquement, comme Nixon, soit sabotant sa chance de réélection. C'est quand même troublant que tous les présidents américains qui ont essayé de résister à Israël, soit n'ont pas été réélus, Carter, Bush senior. Hein, c'était deux présidents qui n'étaient pas spécialement des amis d'Israël, quand même. Bush senior, hein, pas junior. Oui, Nixon, on peut montrer assez facilement qu'il a été détruit politiquement par une opération de destruction. Alors, c'est comme je disais, on détruit quelqu'un par la presse. Nixon, on l'a détruit par la presse. Hein. C'était un mini scandale. Ça aurait pu faire C'était rien du tout, cette histoire de Watergate, d'espionnage. Et encore, probablement, il y était pour rien. Mais c'est la presse qui l'a forcé. Et c'était au moment où il essayait de résister à Kissinger par rapport au Moyen-Orient. Il venait de faire une tournée au Moyen-Orient. Donc, on arrive à montrer que, curieusement, le Watergate n'est pas... Le Watergate, c'est un mensonge incroyablement intelligent, parce que depuis le Watergate, on s'imagine, et les Américains s'imaginent, que c'est la démonstration de la liberté, de l'indépendance de la presse comme contre-pouvoir. Mais c'est exactement le contraire. C'est la démonstration, c'est la démonstration du pouvoir de la presse comme arme politique pour détruire les gens qu'on veut détruire. C'est ça que ça démontre le Watergate. On sait qui appartiennent tous ces grands organes de presse, c'est le Washington Post, toutes ces choses-là. Ah oui, le Washington Post, le New York Times, hein, c'est les deux plus grands, ils appartiennent, j'ai plus les noms, mais ils appartiennent à des familles juives très. Si vous voulez, le Washington Post et le New York Times sont les deux plus puissants instruments depuis très longtemps, depuis les années 60. Mais déjà bien avant. Et à partir des années 60, deviennent ouvertement à mon avis, des relais, comme je dirais, de sélection. Moi, je pense que tout ça, il faut le comprendre en termes de sélection darwinienne. C'est-à-dire, dans le Washington Post et dans le New York Times, vous pouvez parler de tout, mais sur Israël, que dans un sens.
D'accord, donc c'est aussi simple que ça, et aujourd'hui ça fonctionne partout et sur ce principe-là. Mais même en France, en France c'est pareil aussi, c'est la même chose. Au monde, maintenant c'est comme ça. Toutes les rubriques sont, il n'y a pas de censure, il y a de la censure que lorsque vous parlez du Moyen-Orient. Là c'est sous contrôle. Et donc, dans le New York Times et le Washington Post, le gars qui a fait tomber Nixon s'appelle, comment dire? Oui, Bernstein, lui qui est récemment, lui je pense qu'il était le plus honnête des deux, c'est l'autre qui est plus louche. Parce que Bernstein récemment d'ailleurs s'est fait taper sur les doigts en parlant des néoconservateurs juifs. On lui a dit que c'est pas bien de dire ça. Mais lui, il est juif lui aussi, donc il pouvait se le permettre. Non, c'est l'autre, c'est, comment il s'appelle? Il a un parcours très très trouble. Il venait de la Navy, c'était un assistant du secrétaire de la Navy de Johnson qui a été propulsé au Washington Post comme ça, et puis c'est lui qui avait ce relais Deep Throat là dont on n'a jamais, enfin c'est très bizarre cette histoire. Alors, en même temps, une objection et une objection et une question qui généralement est quand même très souvent posée. L'objection c'est par exemple Johnson, parce que finalement Johnson, homme président américain très proche d'Israël, ne se représente pas. Oui. Et donc il quitte volontairement le pouvoir. Et donc là, du coup il y a quand même quelque chose qui coince un peu. Et l'objection, la question, elle est, vous savez, Laurent, sur la question Beatle, qui est de dire à un moment, ok, bon, assassiner un homme, comme ça a pu être le cas, comme Kennedy, c'est un petit complot. Ça représente un nombre de personnes impliquées qui reste quand même assez minime et qui garantit, d'une façon ou d'une autre, le maintien d'un certain secret. Le 11 septembre, si on part sur cette base-là, ça n'a pas du tout la même dimension. Et donc, comment expliquer à ce point, si vous voulez, la chape de secret qui pèserait sur une opération aussi énorme? Ben oui, c'est toute la question, effectivement. C'est pour ça que moi j'ai passé 4 ans à chercher. C'est la question qui... Une fois que vous avez compris que c'est pas ce qu'on vous a dit, votre première réaction, c'est pas possible. Pas possible de cacher. Ouais, c'est démesuré. Comment on peut cacher un truc aussi énorme? C'est pas possible. Mais si il y a quand même un certain nombre de faits qui rendent la thèse officielle absolument impossible. D'abord, il y a 3 tours qui s'effondrent. Il y a une vingtaine de faits contradictoires qui démontent la thèse officielle. Mais si on prend le plus évident, il y a 3 tours qui s'effondrent. Il n'y en a pas 2, il y a 3 tours. Il y a 2 avions qui s'incassent dans les tours jumelles, et puis il y a cette fameuse tour 7 qui fait 49 étages, je crois, donc qui est 2 fois moins haute que les tours jumelles, qui s'effondrent. Or, sur Internet, vous trouvez sous plusieurs angles, vous pouvez visionner la manière dont elle s'effondre. Elle s'effondre à la vitesse de la chute libre, pratiquement, et n'importe qui vous dira, ça c'est une démolition contrôlée. La thèse officielle étant, alors cette tour 7, on n'en parle pas trop, pour pas que les gens aillent voir sur Internet, mais quand on l'a vue, on se dit non, il y a quelque chose qui va pas. Elle avait quelques petits incendies c'est des tours en métal, en acier, c'est des structures d'acier, c'est de l'acier, c'est énorme. Il suffit de le voir et puis de se poser la question, ça tient pas la route. Les tours jumelles elles-mêmes, il faut visionner leur chute 1 fois, 2 fois, 3 fois, il faut le regarder en ralenti, il y a plein de vidéos, une fois que vous regardez ça, vous voyez ces explosions qui se passent en dessous, vous voyez plein de choses, vous comprenez, vous écoutez les arguments de l'association Architects and Engineers for 9/11 Truth, architectes et ingénieurs pour la vérité sur le 11 septembre, ils ont 2000 membres, c'est des ingénieurs, même moi qui suis ingénieur, j'ai essayé de m'inscrire, ils n'ont pas voulu de moi, ils m'ont dit non, vous exercez pas, non, mais c'est vrai. Donc c'est des gens sérieux. Ils sont 2000. Bon, ça serait mieux s'ils étaient 20 000. Mais c'est déjà quand même quelque chose. Ils disent absolument impossible. Les avions n'ont pas la capacité de même faire bouger la tour à peine. Donc c'est strictement impossible. Donc une fois que vous avez compris que techniquement c'est pas possible, vous êtes obligé de creuser, ou alors vous dites, ou alors vous en foutez, mais bon, c'était pas mon cas. Et quand vous creusez, vous arrêtez pas de vous poser cette question, mais comment c'est possible qu'on puisse avaler un tel mensonge aux Américains? C'est la question, effectivement. Et il faut arriver à trouver une réponse. La seule réponse possible pour moi, et j'ai pas toutes les réponses, mais on est obligé de s'émerveiller devant le contrôle incroyable qu'a Israël par la presse, par l'argent, mais surtout par la presse, en fait, parce que c'est la presse qui... Mais on a vraiment l'impression que de la logique, c'est plus c'est gros, plus ça passe. Il y a aussi ça. Il y a aussi cette espèce de démesure. Ceci étant, ma question, c'était plus, Laurent, sur la façon, non pas, si vous voulez, la façon dont l'opinion publique a reçu le mensonge,
mais plutôt comment le mensonge ne sort pas par rapport à la complexité de l'opération. Parce que je vous dis, par rapport moi un attentat, enfin sur l'attentat de Kennedy, abattre un homme ne représente pas une implication énorme en termes d'acteurs. On peut imaginer peut-être une dizaine, deux, trois équipes. Les donneurs d'ordre, on arrive peut-être à une vingtaine de personnes. Bon, là sur le 11 septembre, pardon, on est sur une complexité autre, donc sur un nombre d'acteurs et de gens impliqués autre. Or les voix dissonantes finalement sont peu nombreuses. C'est vrai. Ah non, mais j'ai pas la réponse à cette question, sinon que d'abord pour Kennedy, oui et non. Oui, c'est facile d'abattre Kennedy, mais comment pendant 50 ans s'assurer que la vérité ne sorte pas? Ça, c'est plus dur. Donc là, déjà, pour Kennedy aussi, il faut se poser cette question-là. La question, c'est pas simplement comment on peut tuer Kennedy dans une voiture décapotable à Dallas. C'était pas dur. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que le FBI a couvert un mensonge colossal. Oui, mais il n'était pas son premier, avec un gars comme Hoover qui est resté 48 ans en place, et on connaît la capacité de nuisance de ce type-là. Et puis on connaît l'amitié entre Hoover et Johnson. Voilà, donc d'accord. Mais bon, avec Kennedy justement. Ouais. Et puis le pouvoir de Hoover, c'est vrai de faire taire tout le monde, parce qu'il avait des armoires bourrées de secrets sur tout le monde. Donc il avait effectivement une capacité de contrôle colossale. Mais la presse, comment se fait-il que la presse a validé cette thèse? La presse a validé la thèse Oswald massivement. Et à un certain moment, s'est mis à impliquer la CIA. Donc c'est le deuxième mensonge, selon moi. Donc voilà, c'est ça la clé sur Kennedy quand même. Comment se fait-il que depuis 50 ans, la grande presse défend le mensonge officiel d'Oswald et de temps en temps laisse filtrer quelques informations qui incriminent la CIA. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, je pense que les gens se contentent de peu, et puis c'est tellement plus simple d'imaginer Kennedy qui était devenu une espèce d'icône, beau, machin, une espèce de révolution en train de se passer aux États-Unis, dans un changement de mentalité très profond, dans une manière de faire de la politique différente, avec Marilyn Monroe en toile de fond, Frank Sinatra, et puis les Cubains, ça arrangeait tout le monde derrière, avec Miami et compagnie, les exilés, tout ça. Je pense que ça arrangeait tout le monde en fait, puis l'histoire s'est faite d'elle-même, c'était beaucoup plus simple, alors que sur le 11 septembre, on est quand même dans une complexité. Là, c'est gonflé parce que. Oui, c'est vrai. On n'est plus à la même époque non plus. Oui. Mais parce qu'à l'époque de Kennedy, par exemple, aujourd'hui, on sait que Kennedy voulait arrêter la guerre du Vietnam. Et on sait que Johnson a mis à la poubelle la directive qu'il venait de signer. On a signé une autre contraire, escalade de la guerre du Vietnam. Mais ça, les gens ne savaient pas avant. Parce qu'on parle souvent, on le sait depuis peu de temps. Du lobby militaire ou industriel, parce qu'on résume souvent ça aussi. Ça aussi, c'est une espèce de fake, d'escroquerie. En partie. Je dis que c'est un demi-mensonge. C'est une demi-vérité, mais pour moi, si vous suivez la piste Ruby et Cohen et Menachem Begin, c'est Israël qui a fait assassiner Kennedy. Parce que cette logique du complexe militaro-industriel, on la retrouve en toile de fond également avec des gars comme Rumsfeld ou Cheney. Ouais, mais qui sont Rumsfeld et Cheney? Ce sont des mercenaires, des néoconservateurs. Ça, il faut étudier leur biographie, c'est très clair. Ils rentrent sous la présidence de Ford, ils rentrent dans une espèce d'organisme que Ford crée pour saper la CIA à l'époque où la CIA produit des rapports plutôt rassurants sur la menace soviétique. Ça plaît pas du tout à Israël, parce que Israël, à ce moment-là, justement, veut que l'Amérique soit impliquée militairement dans le monde entier et considère Israël comme un allié stratégique dans la guerre froide. Et donc, il crée Ford une commission qui va produire des contre-rapports, s'appelle Team B, et c'est là que rentrent Rumsfeld et Dick Cheney, qui sont un duo, ils sont toujours ensemble. Ce sont les néoconservateurs, et eux font rentrer les néoconservateurs, Wolfowitz, déjà dans cette commission qui produit des faux rapports mensongers. Aujourd'hui, on sait qu'ils ont créé un fantasme de menace soviétique qui était complètement faux. Donc, Rumsfeld ce ne sont pas, contrairement à ce qu'on croit, ce sont des mercenaires des néoconservateurs. Pour moi, il y a aucun doute là-dessus. Quand même des intérêts économiques assez conséquents. Oui. Et puis cette histoire par rapport justement à l'équilibre de la guerre froide avec l'Union soviétique, on retrouve en fait la recette est la même et elle est bonne puisqu'on retrouve la même logique avec les armes de destruction massive, avec Colin Powell, et c'est les mêmes qui sont là de toute façon avec l'histoire qui vont générer le déboulonnage de Saddam Hussein en Irak. C'est cette même logique. Oui, non mais moi je comprends pas toute la mécanique si vous voulez, mais l'impression que j'ai, c'est que d'eux-mêmes, c'est un peu la même chose avec le christianisme évangélique, comme je disais. Le christianisme évangélique aujourd'hui est manipulé par les sionistes. Il y a qu'à voir qui
qui dirige les Christians for Israel. John Hagee, c'est un ami intime de Netanyahou. Bon, il est probablement, je ne sais pas s'il croit à ce qu'il dit, mais en tout cas, on voit qu'il y a une manipulation de la sphère sioniste par l'argent du christianisme évangélique. Je pense qu'également, il y a une manipulation depuis les années 60, 70, une manipulation de ce milieu patriote anticommuniste par le milieu israélien, qui depuis les années 60, c'est clair, a décidé, et c'est là le tournant des néoconservateurs. Hein. Les néoconservateurs, avant 67, ils sont plutôt trotskistes. Tout d'un coup, ils deviennent patriotes américains, vive l'Amérique, partons en guerre contre les communistes, donc ils deviennent anticommunistes, et c'est là qu'ils vont, et c'est eux qui vont, ils vont tendance, je dis pas qu'ils créent cet esprit américain interventionniste, anticommuniste, de manière fanatiquement anticommuniste, etc. Mais il le contrôle, il l'encourage, et quand il y a un président Kennedy qui, justement, essaye de sortir de la guerre froide, car c'était vraiment le projet de Kennedy. Kennedy avait un projet qu'il a annoncé aux Nations Unies. Il avait établi avec Khrouchtchev le premier traité de limitation des essais nucléaires, donc il avait un véritable projet d'abolir l'arme nucléaire et de sortir de la guerre froide. Et je pense qu'il l'aurait fait s'il avait eu 2 mandats jusqu'en 68 pour le faire. Donc, qui manipule qui? C'est une question très complexe. Hein. Je pense qu'il y a des phénomènes complexes, mais à mon avis, de mon point de vue des choses, personne, à part le réseau sioniste, n'a une telle capacité de manipulation qui s'explique à la fois par une puissance idéologique très forte, hein, nous parlons du peuple élu quand même, hein, une loyauté internationale extraordinaire qui force l'admiration, il faut le dire, hein, c'est quelque chose d'admirable. Je crois qu'aucun autre réseau international n'a cette puissance, aucun autre pays qu'Israël ne peut être considéré comme un pays sans frontières. Vous avez des gens, mais en France aussi, qui vivent aux États-Unis, qui considèrent que leur véritable patrie, c'est Israël. Leur loyauté véritable, c'est Israël. Ce sont des gens qui ont de l'argent, qui ont de la puissance. Aucun autre pays n'a une telle... qui tous les matins se pose la question de savoir ce qu'il pourrait faire pour Israël. Ouais, ça, je suis pas exactement d'accord, parce que je pense que le phénomène diasporique... pour le coup, est très fort dans d'autres diasporas aussi. Simplement, c'est souvent argent qui est quand même après. Oui, mais par exemple, pour prendre la diaspora chinoise, elle est aussi très orientée. Enfin, à un moment, sur la question de tout ce qui est de la loyauté, etc. Je pense que la diaspora chinoise, par exemple, si jamais la Chine un jour change de régime politique, parce que là, ce qui empêche, ou du moins ce qui gêne par exemple en effet que la diaspora chinoise ait ce fonctionnement-là par rapport à la Chine, c'est aussi parce qu'une partie de la diaspora est politiquement opposée au régime actuel de la Chine, ce qui les empêche pas par ailleurs d'investir économiquement, etc. Bon. Ouais. Mais politiquement, c'est vrai qu'il y a cette entrave qu'il n'y a pas en effet pour Israël. Si un jour le régime chinois change, à ce moment-là, on verra. Mais je pense que le phénomène... Là, ce que vous dites, Laurent, je pense que c'est quelque chose qui est propre au phénomène diasporique. Et que, en effet, des diasporas historiques, hein, il n'y en a pas 36 000. On a, en gros, les Juifs, les Arméniens, les Grecs. Dans le cas des Arméniens et des Grecs, on le sait bien, ça marche pas. Parce que, pour des raisons historiques, c'est des petits pays, etc. Israël aussi, un petit pays, mais c'est pas exactement le même rapport. Mais je pense que, par contre, il y a d'autres diasporas qui sont pas historiques, qui pourraient avoir à peu près le même fonctionnement. Oui, mais là, on parle pas que de diaspora. Les néoconservateurs, il faut toujours revenir aux néoconservateurs. Ils sont pas simplement une diaspora. Ils sont installés au cœur du pouvoir. Et encore sous Obama, aujourd'hui encore. Comment s'appelle le patron du département d'État. Vous avez, si vous voulez, quand même des Israéliens à double nationalité, ou en tout cas à loyauté très très forte envers Israël, et ils sont même plus d'ailleurs dans l'État profond, ils sont maintenant aux commandes de manière visible. C'est pas simplement un phénomène de diaspora. Quand on parle de la diaspora, quand on parle du lobby juif, on emploie des euphémismes. C'est beaucoup plus, c'est quelque chose qui va bien au-delà de ça. Lorsque, comme on le soulignait, revenons à Netanyahou qui vient au Congrès, il y a maintenant une démonstration de la puissance d'influence d'Israël à travers ce réseau
néoconservateur, qui est bien plus qu'une diaspora. C'est un réseau conspirationniste, parce que c'est un réseau qui complote et qui ment. Les néoconservateurs ont écrit, juste avant l'arrivée de Bush Jr. au pouvoir, le Project for a New American Century. Donc, ils se cachent derrière un projet pour une nouvelle Amérique impérialiste, mais il est très facile de démontrer, c'est ce que je fais dans mon livre, que leur véritable objectif, c'est d'impliquer l'Amérique dans la guerre de destruction de tous les ennemis d'Israël. C'est pour ça on peut parler de diaspora, mais c'est bien au-delà la diaspora englobe cette proximité du pouvoir. On prend dans l'Empire ottoman, autour du sultan, on trouvait des gens qui étaient justement des Arméniens, des Grecs, des Juifs, c'est-à-dire des minorités de l'Empire ottoman et qui étaient très très proches du pouvoir. Oui, mais on était dans une logique d'empire. C'était peut-être aussi un petit peu différent. Et puis, on se rend compte, je pense pas qu'il y ait beaucoup enfin, on l'a vu en France, c'est ce que je disais tout à l'heure, certains dirigeants politiques qui vont se faire coopter auprès du lobby juif aux États-Unis. C'est quand même quelque chose de bien particulier. L'assistance de tous les dirigeants dignes de ce nom, de gauche comme de droite, au dîner du CRIF ou des choses comme ça, qui sont pas qui ne sont pas que des épiphénomènes. C'est une règle absolue. Ouais. Mais par contre, du coup, est-ce que vous pensez pas, Laurent, que de fait, une explication qui est pas univoque, parce qu'on voit bien, vous avez des vrais questionnements dessus, vous affirmez des choses, mais en même temps vous êtes sur un questionnement et sur une démarche de type recherche. Mais est-ce que du coup elle n'a pas une conséquence relativement embêtante quand même, qui serait une incapacité, ou en tout cas dire à un moment, de toute façon, les choses sont cuites, puisque à un moment, ce qu'ils font, ça réussit forcément. Moi, je m'intéresse pas à ces questions. Je m'intéresse pas non plus à la question de savoir si c'est dangereux de dire ça. Je m'intéresse uniquement à la vérité. Je refoule toute autre préoccupation. Je constate simplement que, effectivement, mon approche est peut-être un petit peu univoque. Je me focalise effectivement sur ceux que je considère comme les vrais maîtres d'œuvre. Peut-être que j'exagère un petit peu. Simplement, personne d'autre le fait. Vous trouverez plein d'autres livres qui vont vous parler de inside job et mettre la responsabilité sur les Bush, sur les Saoudiens, sur ceci ou cela. Personne ose mettre en cause Israël. Donc moi, j'ai décidé que je vous dis la vérité telle que je la vois, même si ça me vaut les pires ennuis, même si... C'est le cas ? Non, c'est pas le cas, non. Non, mais ça pourrait, même si simplement, si je me disais, bon, je préférerais que ça soit, comme je l'ai cru pendant longtemps, on va dire jusqu'à la moitié de ma recherche, j'ai cru que c'était un inside job, que c'était uniquement l'Amérique. Je n'avais pas compris qui étaient les néoconservateurs. J'aurais préféré en rester là et faire un livre sur l'Amérique, sur les méchants Américains qui mentent au monde pour partir en guerre contre... Mais je ne crois plus à cette thèse. Je pense qu'Israël a acquis la capacité aujourd'hui de manipuler l'Amérique d'une manière extraordinaire pour les entraîner à détruire les États qui sont des ennemis d'Israël, avec des complicités évidemment américaines, que ce soit dans le lobby du pétrole, encore que le pétrole, on ne voit pas très bien ce que ça a rapporté aux États-Unis, ni l'Irak, ni la Libye, jusqu'à présent, ça leur a rien rapporté, ça leur a coûté 3 trilliards de dollars à l'économie américaine, la guerre de l'Irak. Donc il y a tout un tas de thèses, on peut dire oui, le lobby pétrolier, ben non, visiblement non, ils n'ont jamais poussé à la guerre en Irak. Tout ce qu'ils veulent, les lobbies pétroliers, c'est le droit de commercer avec des dictateurs, peu importe, alors ils veulent tout simplement lever les embargos avec l'Iran, ils veulent commercer normalement. Le complexe militaro-industriel, oui, certainement, il y avait des Brzezinski, des gens comme ça qui voulaient envahir l'Afghanistan, certainement. Mais l'Irak, qui voulait envahir l'Irak? Les néoconservateurs, pratiquement exclusivement. Même Colin Powell était contre, vous savez, on l'a quasiment forcé à brandir cette bouteille de sa fiole d'Irak. Mais il le regrette, il l'a dit publiquement, c'est le point le plus bas de ma carrière. Il en a honte, il a osé le dire quand même. Et ses assistants aussi. On dit qu'ils se sont fait manipuler. Donc, qui a voulu la guerre en Irak? Ce sont les néoconservateurs. Donc moi, si vous voulez, je prends le parti de dire les choses que je vois. Je pourrais tourner autour du pot. On peut me reprocher effectivement d'être un petit peu axé sur cette piste-là. Mais c'est par contre parce que j'ai la conviction, c'est la piste principale, et que si on prend d'autres pistes,
on va découvrir des petites vérités, mais on va pas découvrir la vérité la plus importante. Et effectivement, la question que je me pose pas non plus, c'est est-ce que c'est une partie perdue d'avance? Certainement, mais il n'y a que les batailles perdues d'avance qui valent le coup d'être qu'on se batte pour elles. Hein, non, mon objection n'était pas sur le fait que ça soit perdu d'avance, parce que je pense qu'en effet, sinon on ferait pas grand-chose. Non, c'était plus sur le fait que ça soit éventuellement incapacitant, si vous voulez, d'un point de vue de l'action politique, puisqu'on se dit, à un moment, c'est plié, de toute façon, finalement, chaque fois qu'ils veulent quelque chose, ils l'obtiennent. Ouais. Et donc... si on va contre eux, on les détruit. Voilà. Et donc du coup, moi j'ai pas de carrière universitaire à protéger, voilà. Donc je me dis voilà, si moi j'ai peur de quoi? Je suis prof en lycée, je vais peut-être me faire virer un jour, mais pour l'instant je fais mon travail correctement, il n'y a pas de raison. J'ai pas de carrière universitaire à défendre. Hein, voilà. Si j'étais universitaire, je pourrais pas publier un livre. Enfin, il faudrait que je sacrifie ma carrière, probablement ma famille aussi. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc j'ai la chance d'être un petit peu comme ça, un électron libre qui a ce bagage universitaire mais qui n'a pas de carrière à défendre. Voilà, mais vous avez raison. La plupart des gens, que ce soit les politiciens, on parlait de Marine Le Pen, comme ce soit plein de gens, finissent forcément à un moment ou à un autre à s'avouer. C'était même pas une critique, c'était juste un constat et un état de fait. Pour accéder à un certain niveau, il y a des choses il y a des relais qui sont nécessaires et des étapes incontournables. En fait, c'est un peu ça dans la logique, quoi. Alors moi, je voulais vous poser Mais excusez-moi, mais si vous m'invitez aujourd'hui, c'est aussi que quelque part ce que je dis. Ah mais bien sûr. Ah mais c'est évident, Laurent. C'est évident. Mais après, voilà, c'est aussi fou. Si vous voulez, c'est toute la complexité de la question aussi. Donc du coup, on est là aussi pour soulever les objections. On parlait de l'intervention, alors peut-être pour finir, parce que je crois que le temps tourne, sur l'intervention assez incroyable de Netanyahou au Congrès américain. Certains analystes et fins géopolitologues actuellement prédisent une évolution avec un axe d'influence, comme on parle de centre d'intérêt, qui est en train de se déplacer d'Israël vers les pays du Golfe, et que justement... on veut nous faire croire qu'aujourd'hui Israël essaye un petit peu de se raccrocher aux branches, de peur de perdre cette espèce de relation privilégiée avec les Américains, parce qu'on sent aujourd'hui que les Américains sont peut-être plus intéressés à des relations bien privilégiées avec l'Arabie Saoudite notamment, ou un rapprochement avec l'Iran. Est-ce que donc ça, ce sont des choses qu'on entend et qu'on peut lire sur des évolutions géopolitiques en cours. Est-ce que ça vous semble, ou est-ce qu'on est encore là dans une espèce de nébuleuse un petit peu Par rapport à l'Arabie Saoudite, c'est très complexe et moi, j'avoue que j'ai du mal à y voir clair, mais ça fait très longtemps que cette relation, les États-Unis, par exemple, Bush senior, on sait, avait des intérêts, avait des amitiés avec les Saouds, des intérêts pétroliers et même avec les Ben Laden. Le jour même du 11 septembre 2001, il y avait des Ben Laden qui rencontraient les Bush. Pour moi, ça faisait partie justement de cette manière de mettre en difficulté la famille Bush, hein, pour créer un peu un levier de chantage sur eux. Mais la relation... pourquoi, par exemple, dans le 11 septembre, il y a eu 13 terroristes sur 19 qui étaient saoudiens? C'était une manière de faire pression sur l'Arabie Saoudite, mais l'Amérique ne va pas attaquer l'Arabie Saoudite, elle n'a pas besoin. Elle est présente militairement en Arabie Saoudite. La dynastie saoudienne est entièrement sous la dépendance militaire des États-Unis, donc il n'y a aucune raison de les détruire, au contraire, il faut les maintenir au pouvoir. Par contre, je pense que chez les néoconservateurs, depuis très longtemps, les néoconservateurs aimeraient bien qu'Israël soit le seul allié des États-Unis. Donc ils ont beaucoup essayé de déstabiliser cette relation, et c'est en partie pour ça qu'ils ont empêché Bush senior d'être réélu, à mon avis. La relation privilégiée entre les États-Unis et les Saoudiens est plutôt quand même chez eux un problème qu'ils aimeraient bien affaiblir, en tout cas la relation, il me semble, hein, entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Mais en même temps, ils se servent de l'Arabie Saoudite qui joue un jeu très bizarre et très trouble. Surtout que par rapport à l'Iran, l'Arabie Saoudite est sur la même longueur d'onde qu'Israël. Hein. On sait que depuis WikiLeaks, on sait que les Saoudiens étaient favorables à un bombardement américain préventif sur les sites iraniens. Les Américains soutiennent l'Arabie Saoudite par rapport au Yémen, par rapport à ce qui se passe au Yémen actuellement. Donc, globalement, c'est vrai que
L'Arabie Saoudite est très loin d'être le principal gênant pour Israël. On voit la relation de l'Arabie Saoudite avec l'Iran actuellement. En même temps, là, ils sont en train de se battre au Yémen contre des minorités, enfin des tribus chiites, qu'ils ont eux-mêmes, il y a 20 ans, aidé à mettre en place. Voilà, donc c'est très compliqué. Mais est-ce que justement le wahhabisme fait le jeu d'Israël aujourd'hui, je pense. Oui, est-ce que la présidence d'Obama est pas en train de redistribuer quelque part les cartes et que les néoconservateurs essaient de s'accrocher aux branches parce que les Américains font en sorte que l'Iran revienne sur le jeu. Heureusement qu'il ne contrôle pas tout, et Obama certainement dans son entourage a aussi des gens violemment opposés à l'agenda des néoconservateurs, ça c'est certain. C'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant, oui, quand même. La présidence d'Obama, même si on peut pas dire qu'il ait tenu ses promesses de fermer Guantanamo et d'autres choses, et qu'il n'ait pas diminué l'intervention américaine militaire dans le monde, au contraire, il me semble qu'en termes d'hommes sur le terrain, il l'a plutôt augmenté. Il n'y en a jamais eu autant. Ouais. Il n'y en a jamais eu autant. Donc malgré tout, par rapport à l'Iran, je pense qu'il résiste à cette dialectique rhétorique de Netanyahou complètement ridicule, comme lorsqu'il va avec une bombe, un dessin de bombe devant l'ONU. Là, je pense qu'il y a une résistance à cette pression israélienne, et c'est tant mieux. Mais je pense que pour comprendre ce que Israël cherche à faire, je pense qu'il est important. Et ça, Alain Soral le dit, et je pense qu'il a entièrement raison, c'est qu'il y a un objectif. Si vous voulez, Israël a été créé en 1948 avec des frontières ridicules, que Ben Gourion lui-même a dit, bon, on va prendre ça, mais on va pas s'en contenter. 48-49, ils ont déjà élargi leurs frontières. 67, ils ont triplé leur territoire. Tout à fait. Et on voit bien qu'il n'est jamais question qu'ils laissent partir un de ces territoires occupés. Il n'est pas question non plus, comme Netanyahou l'a dit, qu'ils autorisent un État palestinien. Donc ils ont un objectif qui est bien plus grand, qui est de créer le Grand Israël qui inclut le Sinaï, qui inclut... c'est leur objectif depuis 1948, ça a toujours été l'objectif de ces hommes de pouvoir israéliens, depuis Ben Gourion, Menahem Begin, Moshe Dayan, tous ces gens-là ont la vision de l'Israël biblique, les frontières bibliques qui vont de l'Euphrate au Nil. Je pense qu'il faut admettre ça, il faut le comprendre. Pour le comprendre, il faut essayer de rentrer un petit peu dans la tête de ces gens-là qui ont une culture biblique. Et pour eux, Israël, c'est même lorsqu'ils sont laïcs. Même lorsqu'ils sont laïcs, oui. Ben Gourion était laïque, il a jamais mis les pieds dans une synagogue, il mangeait du cochon au matin, mais il ne lisait que la Bible. Il se prenait pour un prophète biblique. Vous lisez n'importe quelle biographie de Ben Gourion était habité par la Bible. C'est un personnage biblique. Et tous les leaders d'Israël, alors peut-être quelquefois aussi un peu par démagogie, ça fait partie du discours politique israélien, mais écoutez, Netanyahou, lorsqu'il est venu au Congrès, là, de quoi il a parlé? Il était venu un jour avant la fête de Purim. Il a raconté l'histoire de Esther, du livre d'Esther, un livre biblique. Voilà, au Congrès américain, il a dit, cette histoire d'Esther, c'est l'histoire d'un massacre des Perses qui voulaient massacrer les Juifs. Et grâce à cette fameuse héroïne Esther, qui était une juive, mais qui était une femme du roi de Perse, qui a réussi à retourner la situation, et c'est au contraire, je crois, 75 000 Perses qui ont été massacrés, et c'est ce qu'on célèbre à la fête de Purim. Il a dit ça au Congrès, pour montrer que sa vision, il vient là en tant que personnage biblique. Prophète. Voilà, il est prophète biblique. Cette histoire est complètement fictive, entre les érudits admettent qu'elle comme tout le récit biblique. C'est pour bien. Je pense qu'on a tort de négliger ça en pensant qu'il s'agit que de politique. Il s'agit de bien plus que ça. Il s'agit d'idéologie et il s'agit d'une histoire biblique qui se continue, qui se poursuit et qui doit s'accomplir par les frontières bibliques, non seulement ça, mais par un empire, puisque si vous lisez les prophéties bibliques, c'est pas simplement un pays qui doit être créé, c'est un empire dans lequel les nations viendront... Alors ça marchera pas. Ouais. Mais c'est amusant de voir cette évolution, cette logique des frontières. On le voit notamment avec Daesh actuellement, avec la logique du califat. Cette espèce de logique géopolitique qui va au-delà des frontières existantes et de revenir. C'est des choses dont on parle pas. Parce que c'est pas dans notre culture politique. Voilà. On a du mal à concevoir que des hommes politiques fonctionnent avec de telles idées, mais je pense que moi, c'est là-dessus que je travaille maintenant pour essayer de comprendre cette culture biblique depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est une clé indispensable pour comprendre l'objectif et pour comprendre aussi pourquoi il y a une telle puissance dans cette communauté incomparable par rapport à n'importe quelle diaspora. Vous avez pas de phénomène comparable, si vous voulez, avec Benjamin Netanyahu a aussi parlé de 4000 ans d'histoire.
D'habitude, on l'entend 3000 ans. Lui, il a dit 4000 ans, carrément. Oui, mais enfin, ça, globalement, de toute façon, on sait que, par exemple, la Bible a été écrite bien plus récemment que ce qui est avancé par ses tenants, généralement. Juste un point, c'est que la présidence Obama va finir. Et que, pour le coup, on a bien fait de faire cette émission sur Hillary Clinton récemment, enfin il y a 3 semaines, puisque, en effet, il y a quand même... La machine est lancée. Voilà, la machine est lancée, et en effet, là, on verra sans doute un retour pour le coup des néoconservateurs, parce qu'elle est dans cette ligne. Elle représente chez les démocrates cette ligne beaucoup plus dure que... Ce qui montre bien que les néoconservateurs sont ni de droite ni de gauche. Hein. C'est une logique sorte fluctuante. Voilà, Hillary Clinton, effectivement, c'est une créature des néoconservateurs. Si elle arrive au pouvoir, ils seront bien servis. C'est une va-t-en-guerre. Ah oui. Ouais. Très bien, on va s'arrêter sur ces prospectives. Un grand merci Laurent d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Et puis d'avoir pu parler. Donc on renvoie à votre ouvrage publié chez Contre-Culture, qu'on peut se procurer sur le site d'Égalité et Réconciliation, puis dans quelques bonnes librairies parisiennes. Je serais bien étonné qu'il ne soit pas à Facta, par exemple. Merci Wilsdorf. Merci à vous, merci Laurent. Et puis comme d'habitude, un abordage et pas de quartier.